Il y a quelque chose de délicieusement ironique à travailler dans une entreprise depuis 13 ans en restant pratiquement invisible. Pas invisible par erreur, invisible par choix. C'est un superbe investissement, l'invisibilité. Elle vous permet de voir ce que les gens font vraiment quand ils pensent que personne de conséquent n'observe. Et croyez-moi, quand vous êtes la directrice administrative et financière d'une entreprise de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, beaucoup de gens veulent croire que vous êtes simplement la femme qui gère les dossiers. La femme au costume gris foncé, qui arrive toujours à l'heure et qui connaît les numéros comme d'autres connaissent les prénoms de leurs enfants. Je m'appelle Véronique Raillard, j'ai 47 ans. Je suis rentrée chez Deschamps Industries en 2011, quand les états financiers ressemblaient à un puzzle cassé et que le directeur général de l'époque avait un vague souhait que quelqu'un rétablisse l'ordre. Je l'ai fait. J'ai passé une décennie à construire un système de gouvernance financière serré, transparent, légalement impeccable. Acquisition, fusion, réorganisation. J'ai géré tout cela. Je n'ai jamais eu une note de frais suspecte. Je n'ai jamais fermé les yeux sur une irrégularité. Je suis méthodique jusqu'à l'obsession. C'est précisément pour cela que je suis restée invisible. Les vrais pouvoirs dans les organisations ne sont jamais occupés par celui qui parle le plus fort. C'est un secret que la plupart des gens mettent des années à comprendre, s'ils le comprennent un jour. Vous savez qui contrôle une entreprise? La personne qui signe les contrats de leasing des voitures. La personne qui connaît les détails de chaque accord, chaque provision, chaque engagement futur. La personne dont la signature autorise les virements. Puis, en janvier dernier, le conseil d'administration a engagé Ludovic Valentin comme nouveau président-directeur général. Ludovic, prononcé avec une emphase particulière, comme si chaque syllabe était un communiqué de presse, était venu de chez Aurelion Capital, une holding de luxe où il avait occupé un poste important dans une division. Il portait des chemises Hermès ouvertes au niveau du 3e bouton, même en réunion de travail. Ses costumes avaient ce prix certain des boutiques de la place Vendôme. Il conduisait, pendant les premières semaines, une Porsche Cayenne louée en attendant que quelque chose de plus spectaculaire soit arrangé. Ce quelque chose de plus spectaculaire, ce fut une McLaren 720S. Noire. Siège en cuir rouge. Détail en carbone. Estimé à environ 280 000 € à l'achat. Pour un leasing d'entreprise, environ 3 800 € par mois. J'ai géré la documentation, les contrats d'assurance, la garantie corporative, la maintenance. En tant que titulaire de l'accord de leasing, c'était mon nom sur les papiers, mon autorisation qui validait le contrat. Ludovic était fasciné. Il en parlait constamment. À la cantine, il demandait à ses collègues si quelqu'un avait vu la voiture. Il posait des questions sur les spécifications moteurs lors des réunions de gestion. Il avait même mis une photo d'une McLaren similaire en écran de veille de son ordinateur de bureau. Une photo fournie par la concessionnaire, avec un reflet du ciel bleu de Monaco en arrière-plan. C'était presque pathétique, sauf que la pathétique n'est jamais comique quand elle vient d'en haut. Les 3 premières semaines, tout était normal. Ludovic était le nouvel exécutif brillant et légèrement intrépide. Pas une menace pour moi, juste bruyant. Ils font toujours un peu de bruit, les gens comme lui, quand ils arrivent quelque part pour la première fois. Ils doivent crier suffisamment fort pour prouver qu'ils méritent qu'on les écoute. Puis, un jeudi soir en février, il m'a trouvé dans mon bureau alors que je vérifiais les rapports de dépenses mensuels. « Madame Raillard », j'ai levé les yeux. C'était la première fois qu'il prononçait mon nom de façon complète, sans le diminuer. « Monsieur Valentin, j'ai un dîner client très important, à Bougival, 53 km. Mon chauffeur personnel, Damien, il m'appelle juste maintenant, il est malade. Je ne peux pas le faire attendre. » J'ai fermé mon fichier Excel. « Oui? Vous pourriez m'y conduire ? » La requête était si directe, si dépourvue de honte, que j'ai presque admiré son audace. Il ne m'avait pas demandé gentiment. Il ne m'avait pas présenté comme une faveur. Il avait simplement affirmé ce qu'il attendait de moi. « Le dîner est à quelle heure ?
20 heures. J'ai regardé l'horloge. 18h35. Bougival, en sortie de rush hour, c'était 40 minutes. Je pouvais être de retour avant 22 heures. D'accord, donnez-moi 5 minutes. Il a souri. Pas du sourire d'une gratitude, du sourire d'un homme qui venait de recevoir exactement ce qu'il avait demandé. Nous avons roulé dans la McLaren. Le cuir rouge, vu de l'intérieur, était excessif. La musique du moteur impressionnante en quelque sorte, ce puissant ronronnement d'une machine qui coûte la même chose qu'un petit appartement. Ludovic a passé la moitié du trajet à téléphoner au client, répétant 3 fois que « j'arrivais dans une voiture magnifique » et à quel point cela améliorerait l'ambiance du dîner. Il n'a pas une seule fois demandé à connaître mon opinion sur le trajet optimal. Il n'a pas non plus dit « merci » avant de partir. Une semaine plus tard, c'était un voyage à l'aéroport. Son vol pour Genève. Départ 8h30. Ludovic était toujours en réunion à 7h45 et Damien, son mystérieux chauffeur persistant indisponible, l'était également. Monique, ma secrétaire, me l'a transmis. Ludovic était dans la salle de conférence ouest. Pouvait-elle me dire où il était ? Dites-lui que je peux le conduire, ai-je dit. Monique a secoué la tête avec une expression qui m'a dit que je venais de m'attirer des ennuis. Il n'y avait rien de catastrophique à conduire le PDG à l'aéroport. C'était son entreprise. C'était sa voiture. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont cela se déroulait. La façon dont la première demande avait ouvert une porte qui ne se refermerait plus jamais. Les gens comme Ludovic ne demandent qu'une fois. Après cela, ils ordonnent. Ou plutôt, ils posent la question d'une manière qui n'attend pas de « non » comme réponse. « Vous êtes une femme merveilleuse », a-t-il dit ce jour-là au terminal de Roissy, en me remettant un billet de 50 € que j'ai refusé. Les chauffeurs ne savent vraiment pas où ils vont. Le troisième incident était plus subtil, mais plus révélateur. C'était un mercredi après-midi, en mars. La réunion budgétaire interministérielle. Une réunion interne où je présente les prévisions d'investissement au cadre supérieur. Ludovic y était, bien sûr. Directeur général toujours présent. J'expliquais les ajustements de trésorerie pour le 2e trimestre quand il a levé la main. « Véronique » a-t-il dit. Il avait maintenant commencé à m'appeler par mon prénom. Un pas vers un niveau de familiarité que je n'avais jamais autorisé. « Quel est votre budget annuel pour votre propre département ?» Environ 580 000 €, ai-je répondu. Plus l'externe pour les audits et les conseils légaux, qui varient. Et vous supervisiez combien de personnes ? 17. Efficace, a-t-il dit, hochant la tête avec une approbation performative. C'est parce que vous êtes une administratrice née. Vous savez, quand j'étais chez Aurelion, j'avais 16 assistants rien que pour ma personne. 16. Et vous savez combien d'argent j'ai dépensé en voiture de fonction ? Personne n'a répondu. C'était une question rhétorique. 2 millions par an. 2 millions. Juste pour que je puisse me déplacer convenablement. Et vous savez quel était mon secret ? Il s'est penché légèrement en avant. Déléguer tout à quelqu'un qui sait comment ça marche. Quelqu'un comme vous. Il y a eu des rires prudents autour de la table. Pas des vrais rires. Les rires des gens qui évaluent la température politique de la pièce. Mais voilà le moment du genre. Après la réunion, en quittant la salle, il m'a posé sa main sur l'épaule. Un geste qui, dans un contexte professionnel français, était franchement inapproprié. « Merci d'avoir géré tout cela », a-t-il dit. « Je me rends compte vraiment à quel point vous êtes importante. Vous êtes le ciment qui maintient cet endroit stable, tandis que je le modernise. » C'était un compliment qui ressemblait à un compliment, sauf que ce n'en était pas un. Ce qu'il disait réellement était « Vous êtes utile, reste utile ». Le schéma était clair maintenant. Je n'étais pas une collègue dans son esprit. J'étais un service. Un service de confiance, compétent, qui ne posait pas de questions. Et pire, je l'avais accepté en acceptant chaque requête sans me plaindre. En souriant d'une manière que je pensais être professionnelle, mais qui était en réalité complaisante. Ce dernier fait m'a vraiment agacée. Mais vous savez ce qui signifie vraiment être invisible ? C'est que vous ayez le temps de penser clairement sur ce que vous voyez.
Les gens qui parlent fort ne pensent jamais clairement. La contemplation n'est pas dans leur nature. Ils vivent dans un bruit permanent de leur propre importance. Moi, j'avais le temps de penser. Et j'ai pensé à tous les petits abus, au moment que j'avais perdu, à la trajectoire dans laquelle j'avais permis à cela de m'entraîner. J'avais aussi pensé à la légalité. Ludovic utilisait un véhicule de société. C'était un fait incontestable. Mais l'utilisation prévue d'un véhicule de fonction, surtout une McLaren de 3 800 € par mois, était supposée servir des objectifs commerciaux, pas des convenances personnelles. Un PDG qui est conduit à des réunions clients, légitime. Un PDG qui se fait conduire à l'aéroport, borderline. Cela pourrait être argumenté comme professionnel si le voyage l'était. Mais un PDG qui fait de sa DAF un chauffeur personnel parce que son chauffeur personnel est indisponible, c'était du détournement d'actifs. Pas un vol, une misappropriation. Subtile, mais définitive. Ces pensées étaient restées dans mon esprit quand j'ai reçu, le mardi 11 avril, l'invitation à la réunion du conseil d'administration du 18 avril. La réunion du conseil était une affaire importante. Les vrais pouvoirs. Président du conseil, ancien PDG, 4 administrateurs indépendants, 2 représentants des salariés, Ludovic bien sûr, et moi. J'étais incluse parce que le nouveau gouvernement d'entreprise exigeait que le directeur financier soit présent pour les discussions budgétaires. Le 18 avril était arrivé rapidement. Je m'étais habillée comme toujours, costume gris clair, chemise blanche, chaussures noires sensibles. Mes cheveux étaient coiffés de la même façon qu'ils l'avaient été pour les 10 dernières années. Un carré lisse et ingénieur, rien de remarquable. J'avais pris ma place habituelle, à la fin de la table, près de la porte, mon ordinateur portable fermé, mon cahier vierge. Le rôle de l'observateur compétent. Ludovic était à l'autre extrémité, à côté du président du conseil. Il portait une chemise charvet bleu pâle. Ses 2 montres, oui, 2, étaient visibles sur ses poignets. Une Rolex Submariner d'un côté, une Cartier de l'autre. C'était le genre de détail que seul quelqu'un qui ne payait pas réellement attention remarquerait, mais que tout le monde remarquait vraiment. La réunion avait commencé avec les habituels. Rapport des ventes, performance des marchés, plan d'investissement pour l'année prochaine. Ludovic avait présenté les projections avec enthousiasme, utilisant des mots comme disruptif et synergiste dans le contexte d'une entreprise de fabrication industrielle. C'était presque comique, sauf que les administrateurs semblaient prendre des notes. Puis est venu le moment où Éric Duvar, un des administrateurs indépendants, un homme d'environ 65 ans qui avait dirigé Pernod Ricard dans les années 2000, s'était penché en avant. « Je remarque que nous avons une nouvelle présence dans cette réunion, » a-t-il dit. « Madame Raillard, ai-je dit doucement. Véronique Raillard, directrice administrative et financière. »« Oui, Madame Raillard, c'est exact. Et quel est votre rôle exactement dans l'organisation ?» C'était une question simple, une question basique. Mais je pouvais sentir Ludovic se raidir légèrement à côté du président du conseil. « Je supervise tous les domaines d'administration, de conformité, de gouvernance et de gestion financière, ai-je répondu. Budget, audit, contrat, ressources humaines, trésorerie et gestion des actifs. » Impressionnant, a dit Duvar. Et combien de temps êtes-vous dans ce poste ? 13 ans. Il y a eu un léger murmure autour de la table. 13 ans, c'était long. 13 ans, c'était la continuité. 13 ans, c'était le fondement. Ludovic a ri. Un rire court, performatif. Pas un vrai rire. Le rire que vous utilisez quand vous avez besoin que les gens vous trouvent plus amusant que vous ne l'êtes réellement. Madame Raillard ? Elle ? A-t-il dit. C'est mon Uber personnel. Elle me conduit partout. La salle s'était figée pendant un moment. Pas un moment long, peut-être 2 secondes. Mais un moment où chacun avait absorbé ce qui venait d'être dit, et s'était immédiatement rendu compte que c'était un moment important. Quelques administrateurs avaient ri, mal à l'aise, prudemment. Mais Duvar n'avait pas ri. Et la présidente du conseil, Martine Lorenz, une femme de 58 ans qui avait construit Deschamps du néant, n'avait pas ri non plus. Mon Uber personnel,
a répété Duvar tranquillement. Pas une question, une observation. Ludovic était en train de recalibrer. C'était visible sur son visage. Il avait compris que le ton avait changé. C'est une plaisanterie, a-t-il dit. Madame Raillard est évidemment cruciale pour la gestion de l'entreprise. Mais vous avez dit qu'elle vous conduit partout, a dit Duvar. Littéralement. Oui, bien, elle a... Moi, pendant ce temps, je souriais. Un très petit sourire. Le sourire de quelqu'un qui venait de voir quelque chose de très clair. Ludovic avait avoué, publiquement, devant le conseil, que sa directrice administrative et financière passait du temps à le conduire, lui, plutôt que de gérer les finances. Que la McLaren de 280 000 € de la société n'était pas utilisée pour des objectifs commerciaux, mais pour la convenance personnelle du PDG. Il venait de confesser exactement ce qu'il ne savait pas avoir confessé. La réunion avait continué pendant une autre heure, les administrateurs posant maintenant à Ludovic des questions plus serrées sur ses objectifs de la première année, son approche du gouvernement, ses idées sur le processus budgétaire. Il avait répondu avec moins d'enthousiasme maintenant. Il savait qu'il avait perdu quelque chose, mais pas exactement quoi. Quand la réunion avait pris fin, je m'étais levé calmement. J'avais fermé mon cahier vierge, je n'avais jamais pris une seule note, et j'avais marché vers la porte. Ludovic m'avait regardé partir. Un regard que j'avais senti sur mon dos. Je savais exactement ce que j'allais faire quand j'arriverais à mon bureau. C'est amusant, n'est-ce pas? Comment les gens pensent que le pouvoir est une chose qui crie fort, qui porte une Rolex sur chaque poignet, qui conduit une McLaren. Le vrai pouvoir ne crie jamais. Le vrai pouvoir sait où les contrats sont signés. Le vrai pouvoir comprend les structures légales qui contiendront ou libéreront les autres. Ludovic avait ri de moi, littéralement comparé ma fonction à celle d'un service de transport à la demande, devant les personnes qui déterminaient son avenir dans cette entreprise. C'était un calcul stupide de sa part, mais un calcul que j'avais vu faire 100 fois par des hommes qui avaient grandi en croyant que l'apparence et l'audace suffisaient. Le gouvernement français est strict sur une chose, le détournement d'actifs. La loi pénale parle clairement. Si un responsable utilise les actifs d'une société à des fins privées sans autorisation explicite, c'est un vol, ou du moins une appropriation irrégulière. Les véhicules de fonction sont des actifs. Les contrats de leasing pour ces véhicules spécifient des usages autorisés. Ludovic avait admis, pas insinué, pas laissé entendre. Il avait dit explicitement que je le conduisais partout. En tant que Uber personnel, pas en tant que sa directrice administrative et financière, remplissant une obligation professionnelle, comme un service de transport qu'il pouvait appeler à tout moment. Et c'était documenté. Il y avait des registres de mes trajets. Les demandes de Monique, ma secrétaire, qui m'avait transmis ces demandes. Les heures de travail que j'avais passées à le conduire à des lieux qui n'avaient rien à voir avec la gestion de l'entreprise. Des lieux comme Bougival, pour des dîners clients où j'étais l'accessoire, pas la participante. Ce qui était encore plus important, il y avait le contrat de leasing. C'était mon nom sur ce contrat. Pas celui de Ludovic, pas le sien, le mien. C'était moi qui signais chaque renouvellement de garantie. C'était moi qui acceptais la couverture d'assurance. C'était moi qui validais l'utilisation du véhicule selon les termes de la compagnie générale de leasing. Et ces termes, les termes que j'avais lus 20 fois pour m'assurer que tout était en ordre, spécifiaient clairement que le véhicule ne pouvait être utilisé que pour les objectifs commerciaux et professionnels de l'entreprise. Pas pour le transport personnel du PDG. Pas pour servir de voiture de prestige pour augmenter l'image du PDG. Ce que Ludovic venait d'admettre publiquement était une violation de ce contrat. Et j'étais la seule personne à même de le signaler. Je suis arrivée à mon bureau à 16h47, 5 minutes après que la réunion ne se termine. Mon bureau. Un espace sobre avec un mur de classeurs, un bureau en chêne massif, un ordinateur avec 3 moniteurs, était exactement tel que je l'avais laissé. Personne n'entrait jamais ici sans permission. C'était un temple de l'ordre.
J'ai fermé la porte. Je ne l'avais jamais fermée auparavant. C'était contre la culture de mon approche. Ouverte, accessible, transparente. Mais aujourd'hui, j'avais besoin d'une limite entre moi et le reste du monde. Je me suis assis. J'ai lu l'email d'Éric Duvar, qui m'avait écrit 5 minutes après la fin de la réunion, une ligne simple. Café demain? Duvar savait. Il n'était pas stupide. Cet homme avait dirigé une compagnie de spiritueux pendant 2 décennies. Il savait reconnaître les incohérences, les admissions accidentelles, la vulnérabilité. Mais ce n'était pas à lui d'agir. Ce n'était pas non plus à lui de m'encourager à agir. Ce qui allait se passer ensuite devait venir de moi seule, par ma propre réflexion. Si je le faisais correctement, si je le faisais légalement, je ne pourrais pas être accusée de vengeance. Je pourrais seulement être créditée de la diligence. J'ai regardé par ma fenêtre. Deschamps Industries était un bâtiment de 4 étages construit dans les années 1980, avec une architecture fonctionnelle et sans charme particulier. Mais c'était mon bâtiment. J'avais construit sa conscience financière. Je connaissais chaque tuyau, chaque engagement, chaque contrat. Je savais aussi très bien ce qui me restait à faire. Ce n'était pas une décision émotionnelle. Si j'avais agi par émotion, j'aurais appelé mon avocat. J'aurais documenté chaque incident, chaque demande inappropriée, chaque moment où Ludovic m'avait traité comme du personnel de service. J'aurais lancé une plainte pour discrimination, harcèlement moral, abus de position. Ça aurait été catégorique, légal, et aurait probablement détruit sa carrière. Mais ce n'était pas ce que j'allais faire. Ce que j'allais faire était plus simple, plus élégant, plus irrévocable. À 17h15, j'avais appelé la compagnie générale de leasing. J'avais demandé Pascal Arnoul, le gestionnaire de compte qui gérait notre flotte de véhicules de fonction. Je le connaissais depuis 7 ans. Nous avions dîné 2 fois, des repas professionnels, rien de personnel, mais suffisamment pour établir une relation de confiance. « Véronique », a-t-il dit en décrochant. Pas « Madame Raillard ». Nous étions au-delà de ça. « Pascal, j'ai une question confidentielle, purement administrative. » « Vas-y. » Le contrat de leasing pour la McLaren 720S, contrat numéro 773 4821, c'est moi qui suis titulaire de ce contrat? Bien sûr. Et en tant que titulaire, j'ai le droit de modifier la garantie de l'entreprise? Il y a eu une pause. Pascal n'était pas stupide. Il savait que cette question n'était pas purement administrative. Techniquement, oui. Tant que c'est autorisé par une signature de la part de quelqu'un avec l'autorité de signature pour les actifs de l'entreprise. Ce qui, pour vous, c'est moi. C'est toi. Pourquoi? L'utilisation du véhicule ne correspond pas aux spécifications du contrat. L'utilisation est devenue exclusivement personnelle. Le transport du PDG à titre personnel, pas à titre professionnel. Une autre pause. Parce que maintenant Pascal comprenait vraiment ce que j'étais en train de faire. Toi n'es pas sérieuse. Complètement sérieuse. Tu vas retirer la garantie de la McLaren du PDG juste parce qu'il t'a fait conduire sa voiture? Je vais retirer la garantie de la McLaren parce que le contrat de leasing a été violé. L'utilisation n'est plus commerciale. Elle n'a jamais été commerciale. Pascal avait ri, un vrai rire. Pas la rire de quelqu'un qui trouvait la situation drôle, mais le rire de quelqu'un qui venait de comprendre quelque chose de très brillant. « Si je retire la garantie corporative, a-t-il dit, le contrat de leasing entre en défaut. La voiture ne serait plus couverte pour la circulation. » « Je sais. » « Et vous auriez le droit de la reprendre. » « Je sais. » « Madame Raillard, a-t-il dit, nous étions passés du formel au titre complet en 6 secondes. C'est magnifique et complètement terrifiant. Peux-tu le faire? Oui, mais tu dois comprendre que c'est une action irréversible. Une fois que je reçois la notification de retrait de garantie, signée par toi, le contrat passe en défaut d'ici 24 heures. La voiture n'est plus assurée. Elle n'est plus légale à conduire. Je le comprends entièrement. Et tu es absolument certain? Pascal. Ludovic Valentin vient de m'appeler. Littéralement. Mon Uber personnel,
devant le conseil d'administration. J'ai entendu un bruit qui ressemblait à Pascal qui postillonnait son café. Il a dit ça? En session? Devant Éric Duvar, devant Martine Laurens, devant le conseil complet. Eh bien, a dit Pascal doucement, dans ce cas, je pense que tu sais exactement ce que tu dois faire. Je sais, je vais attendre ta signature. J'avais fermé l'appel à 17h28. Le reste de cette soirée s'était passé tranquillement. J'avais quitté le bureau à 18h, je m'étais arrêté chez le caviste pour acheter une bonne bouteille de Bourgogne, un Gevrey Chambertin 2015, et je m'étais rentré chez moi, un petit appartement dans le 6e arrondissement, avec un balcon qui surplombait les toits de Paris. Je m'étais assise sur ce balcon avec le vin. Je n'avais pas eu de doute. C'était la différence entre agir par vengeance et agir par principe. La vengeance aurait été chaude. Le principe était glacé. Ludovic avait violé le contrat. Je ne l'avais pas violé. J'étais simplement en train de le faire respecter. Je m'étais endormie sans problème à 22h30. Aucun remords. Aucune hésitation. Le lendemain matin, le samedi 19 avril, j'étais arrivée au bureau à 7h45. J'avais un peu de travail administratif à terminer. Rien d'urgent. Mais je savais que j'aurais accès à une vue d'ensemble de la situation avant que le reste du bureau ne arrive. C'était vrai. À 8h15, j'avais signé numériquement la lettre de retrait de garantie. À 8h22, j'avais envoyé le document à Pascal par email sécurisé. À 8h35, il m'avait confirmé qu'il avait reçu et traité la demande. Le contrat de leasing était maintenant officiellement en défaut. La McLaren n'était plus assurée pour la circulation routière. La McLaren n'était plus légale à conduire. Et à 9h12, une dépanneuse de la société AZF Récupération, l'entreprise désignée par la Compagnie Générale de Leasing pour les reprises de véhicules, s'était présentée au parking réservé au PDG. C'était un parking souterrain au niveau inférieur, directement sous les bureaux de la direction. Pas un endroit où les gens ordinaires voyaient ce qui se passait. Mais c'était un samedi matin, et certains employés étaient arrivés tôt. L'équipe de production de sous-traitance qui travaillait les week-ends pour les urgences clients. Ils avaient vu la dépanneuse. Ils avaient vu l'opérateur de dépanneuse entrer dans le parking. Et 10 minutes plus tard, ils avaient vu la McLaren noire, ses roues levées du sol, être remontée lentement sur le plateau d'une dépanneuse. Personne ne savait pourquoi. Mais tout le monde le saurait très bientôt. Je m'étais rentrée chez moi à midi. J'avais envoyé un email à Monique, ma secrétaire. Je suis en travail administratif hors site aujourd'hui. Je serai de retour demain. C'était un mensonge gentil. J'étais à la maison. Mais je voulais que Ludovic comprenne que ma disparition de l'office cette matinée n'était pas une coïncidence. Que j'avais volontairement choisi de ne pas être là pour voir son expression quand il arriverait au parking. Il était venu le lundi matin. J'ai entendu dire, par Monique qu'il avait entendu dire de Benoît, qui travaillait dans les achats, que Ludovic était arrivé à 8h23. Peut-être un peu tard, ce qui était inhabituel pour lui. Il aimait arriver avant tout le monde. Il aimait être vu en train de marcher vers son bureau avant que les autres arrivent. C'était sa façon de marquer le territoire. Mais le lundi 21 avril, il avait demandé où était ma place de parking. Et on lui avait dit que j'avais pris un parking visiteur, en haut du bâtiment. Il s'était dirigé vers son place réservée. Elle était vide. Pas « la voiture était ailleurs ». Pas « la voiture était à la révision ». Vide. Complètement vide. Comme si sa McLaren avait simplement disparu du monde. Ludovic était revenu à l'intérieur. Il m'avait trouvé à mon bureau. En fait, Monique m'avait prévenu qu'il était en chemin. Elle avait vu la rage sur son visage en traversant le hall principal. Il était entré sans frapper. « Où est ma voiture ?» Je ne m'étais pas levée. J'ai continué à regarder mon écran. « Quelle voiture ?»« La McLaren. La McLaren est disparue. »« Ah, ai-je dit. Elle a été reprise. »« Reprise ? Par qui ?»« Par la Compagnie Générale de Leasing, à ma demande. » Il était devenu très silencieux. Pas une colère silencieuse, une silence de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il a été complètement dépassé et qu'il n'a pas vu venir le coup. « Pourquoi ferais-tu ça ?»
Parce que le contrat de leasing spécifiait une utilisation commerciale exclusive, ai-je expliqué tranquillement. J'utilisais ma voix de directrice administrative et financière, calme, précise, irrévocable. Et vous avez admis, publiquement devant le conseil d'administration, que la voiture était utilisée exclusivement pour votre transport personnel. Je plaisantais. Non, ai-je dit. Vous ne plaisantiez pas. Vous m'avez demandé à plusieurs reprises de vous conduire à des lieux qui n'avaient rien à voir avec les affaires de l'entreprise. Vous avez passé des heures de mon temps, une directrice administrative et financière, à être votre chauffeur personnel. C'est un détournement d'actifs corporatifs. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-il dit. Je n'ai rien fait qui ne soit pas autorisé par le contrat de leasing et par mon autorité en tant que directrice administrative. Il m'a regardé avec une expression que j'aurais mémorisée si je l'avais fait, mais je ne l'ai pas fait. Je regardais simplement mon écran, attendant qu'il comprenne que cette conversation était terminée. C'est la vengeance, a-t-il dit. C'est personnel. Monsieur Valentin, ai-je dit calmement. Si c'était personnel, j'aurais appelé mon avocat. J'aurais lancé une plainte auprès du tribunal. J'aurais fait de cette situation une affaire légale qui aurait duré des années. J'avais levé les yeux. Je voulais qu'il voie mon expression. Ce que j'ai fait était administratif. J'ai simplement exécuté les termes d'un contrat. Il avait quitté mon bureau sans un mot. Les rumeurs avaient commencé environ 1 heure plus tard. D'abord, c'était juste « la voiture du PDG a disparu ». Puis, la DAF l'a fait reprendre. Puis, elle l'a fait parce qu'il l'avait appelé son Uber. La vitesse à laquelle l'histoire s'était propagée était remarquable. Et pas seulement l'histoire, les faits. Les faits que Ludovic avait été conduit par sa DAF. Les faits qu'il l'avait demandé à plusieurs reprises. Les faits que c'était clairement un abus de position. Par fins arts, chaque personne à Deschamps Industries qui avait un titre ou un statut savait ce qui s'était passé. Et ce qui était intéressant, c'est que la réaction n'était pas ce que Ludovic aurait espéré. Il aurait probablement imaginé que les gens le plaindraient, que la situation serait perçue comme une trahison mesquine d'une ancienne administratrice qui avait des problèmes d'autorité. Au lieu de cela, la réaction était du respect silencieux. Pas pour moi, je n'avais pas besoin de respect silencieux. Ce que j'avais besoin, c'était de clarté. Et je l'avais. Mais ce qui était notable, c'était la façon dont les gens regardaient Ludovic à partir de ce moment. Pas avec de la pitié, pas avec de la sympathie, avec une évaluation recalculée. La réalisation que le PDG brillant et performatif, celui qui parlait de disruption et d'innovation, était quelqu'un qui avait utilisé sa position pour demander des services à une collègue de rang supérieur et qui avait pensé, réellement pensé, que c'était acceptable. À 16h30, j'avais reçu un email de Martine Lorenz, la présidente du conseil. Un seule ligne. Café demain matin? 2 des 3 administrateurs que j'avais vus dans cette réunion du conseil m'avaient envoyé des messages pendant la journée. Pas des messages directs, trop dangereux, mais des messages qui communiquaient clairement. Nous comprenons ce que vous avez fait. Ludovic n'avait pas dit un mot à personne après notre échange dans mon bureau. Il avait passé le reste de l'après-midi dans son bureau, la porte fermée. À 17h45, il avait quitté le bâtiment. Il avait marché vers le parking visiteur, il ne pouvait évidemment pas marcher vers sa place réservée, et il avait disparu. Ce soir-là, je m'étais assise à nouveau sur mon balcon. Pas de vin cette fois, juste du thé, de la camomille, quelque chose de calme et de simple. J'avais pensé à ce qui allait se passer ensuite. Ludovic avait commis une erreur en supposant que ce qui venait de lui arriver était un simple acte de vengeance corporatif. Mais ce n'était que le début. Parce que maintenant que les administrateurs regardaient, maintenant que la question de son jugement avait été soulevée, ils allaient chercher d'autres questions. Et les gens comme Ludovic, les gens qui pensent que l'audace peut remplacer l'intégrité, ils laissent toujours des traces. Pas une trace, beaucoup de traces. J'avais attendu le mardi matin avec un calme parfait. Le mardi matin, j'avais eu mon café avec Martine Lorenz au Café Lombard, à 5 minutes de marche de nos bureaux.
C'était un café que je connaissais bien. J'y avais mes habitudes. L'expresso était bon. Les pains au chocolat étaient réchauffés à la bonne température. « Vous » a dit Martine en s'asseyant. « Vous avez une compréhension remarquable de la gouvernance d'entreprise. » Merci. Je dois demander, l'action d'hier, c'était spontané ou prémédité? Prémédité, ai-je répondu honnêtement. Mais pas meurtrier, simplement approprié. Martine avait ri, un vrai rire. Le conseil va devoir en discuter, a-t-elle dit. Ludovic a admis publiquement, je cite votre rapport, que vous avez envoyé à 8h31 ce matin une utilisation inappropriée d'un actif corporatif. Il a également... Elle avait sorti un dossier de son sac. Elle l'avait posé sur la table. Il y a eu plusieurs plaintes antérieures. 2 de ses collègues chez Aurelion ont soumis des rapports auprès de RH ici. Ils semblent être des amis qui, quand ils ont su qu'il avait rejoint Deschamps, ont voulu vous avertir. Ces rapports spécifient un pattern de comportement inapproprié. Dépenses excessives qui ne pouvaient pas être justifiées. Crédit d'entreprise utilisé pour les repas personnels. Une secrétaire qui a quitté son emploi en raison du stress. Elle avait regardé par-dessus ses lunettes. Vous saviez cela? Non, ai-je dit honnêtement. Je n'ai pas accès aux fichiers RH confidentiels. Ce n'est pas mon département. Je sais, a dit Martine. C'est pour cela que je vous le dis maintenant. Le conseil avait tenu une réunion extraordinaire le jeudi 23 avril. Pas une réunion régulière. Une réunion convoquée spécifiquement pour répondre à des questions de gouvernance. Ludovic y avait été convié, bien sûr. Il avait apporté son avocat, un signe certain de l'escalade. Il y avait une avocate du cabinet Gide Loirette Nouel, un nom qui lui aurait probablement coûté 5 000 € de l'heure juste pour être présente. Mais l'avocat ne pouvait pas défendre quelque chose qui était indéfensable. Ludovic avait utilisé un actif corporatif pour des objectifs personnels. C'était documenté. C'était admis. Et c'était un pattern, pas un incident unique. À 16h47, ce jeudi, le conseil avait annoncé sa décision. Une note brève, envoyée à tous les vice-présidents et aux directeurs, informant l'organisation que Ludovic Valentin avait présenté sa démission pour des raisons personnelles et qu'un directeur général intérimaire serait nommé jusqu'à la fin de la recherche de candidats externes. Ce n'était pas tout à fait une mise à pied. C'était mieux. C'était une démission mutuelle. Un arrangement qui lui permettait de partir avec un peu de dignité, en échange de quoi le conseil ne ferait pas d'une affaire judiciaire. Il y avait aussi, bien sûr, la question de la McLaren. Ludovic avait contacté la compagnie générale de leasing dans l'espoir de continuer le leasing ailleurs, peut-être le passer sous son propre nom ou le louer sous celui d'une entreprise personnelle. Mais le contrat était trop court maintenant, et sa cote de crédit, après l'affaire de Deschamps, avait devancé toute autre demande de financement. Il était parti avec une indemnité de départ. Le conseil avait trouvé acceptable un arrangement de 6 mois de salaire en échange d'une signature sur un accord de confidentialité. Ludovic avait signé. Il n'avait d'autre choix. Il avait quitté le bâtiment à 17h12 le jeudi 23 avril. Je ne l'ai jamais revu. La dernière information que j'avais eue, c'était 2 semaines plus tard, quand l'une des vice-présidentes était allée à un dîner à Saint-Germain et avait vu Ludovic à une table d'un restaurant très cher. Il était avec une femme plus jeune qui regardait son téléphone plus qu'elle ne le regardait. Il n'avait pas l'air heureux. Pas l'air satisfait. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de réaliser que la McLaren n'avait été qu'un accessoire, que sans la position, sans le titre, sans le bureau au sommet de l'immeuble, il n'était pas le personnage qu'il avait toujours cru être. C'était presque triste. Presque. C'était presque triste. Presque. Je n'avais vraiment pas beaucoup de sympathie à gaspiller sur Ludovic Valentin. Ce qui s'était passé après son départ était, dans une certaine mesure, sans surprise. Pas dramatique. Pas de grandes conséquences révélatrices. Juste une entreprise qui continuait à fonctionner,
comme elle l'avait fait avant son arrivée, avec un peu plus de clarté concernant ce qui était acceptable et ce qui ne l'était pas. Le directeur général intérimaire était Philippe Moreau, un homme que j'avais connu pendant 7 ans. Philippe était prudent. Philippe était honnête. Philippe n'aurait jamais pensé appeler sa directrice administrative un surnom de service de transport à bas prix. C'était le genre de distinction qui, en arrière-plan, faisait une différence énorme. Mais ce qui était réellement intéressant, c'était ce qui s'était passé avec le conseil. Éric Duvar, l'administrateur qui m'avait posé des questions sur mon rôle, avait décidé de ne pas renouveler son mandat après la réunion d'avril. Ce n'était pas une démission dramatique, c'était juste une décision personnelle qu'il avait prise. « J'ai assez de consultations externes à faire », avait-il dit quand on lui avait demandé. Mais il avait envoyé une note très intéressante à Martine Laurents, que Martine m'avait partagée, pour une raison quelconque, disant qu'il pensait que le Conseil devrait élargir sa présence de gouvernance financière. Peut-être, avait-il suggéré, un nouveau poste de directeur de conformité et d'audit interne, séparé de la fonction financière. Quelqu'un d'expérience, quelqu'un de confiance. 6 mois plus tard, ce poste avait été créé. Et, à ma surprise, non, à ma complète absence de surprise, Martine m'avait contacté à ce sujet. « Vous connaissez quelqu'un qui pourrait convenir » avait-elle demandé. « Peut-être » avais-je répondu. Elle avait souri. « Je vois. » Je n'avais pas accepté le poste immédiatement. Cela aurait été trop visible. Cela aurait semblé comme si j'avais orchestré tout cela pour un avancement personnel. Et ce n'était pas le cas. Ce que j'avais fait, c'était simplement défendre le contrat d'une voiture, revendiquer l'intégrité d'un accord. Mais 6 mois après la démission de Ludovic, quand le poste avait réellement été créé et que Martine m'avait de nouveau contacté, j'avais accepté. Je resterais directrice administrative et financière. Ce rôle était maintenant bien établi, trop important pour être abandonné. Mais j'aurais aussi une autorité supplémentaire. Une autorité de surveillance, une capacité à enquêter sur les irrégularités sans avoir besoin de l'approbation d'un supérieur. Ce qui, en langage corporatif, signifiait que j'avais encore plus de pouvoir qu'avant. Et personne n'en parla jamais comme d'une revanche ou d'un calcul politique. C'était simplement présenté comme « nous renforçons nos structures de gouvernance, c'est une évolution naturelle ». 8 mois après la disparition de la McLaren, j'avais reçu un appel étrange. C'était Pascal Arnould, de la Compagnie Générale de Leasing. « Véronique, je dois te raconter quelque chose, » a-t-il dit. « Vas-y. » Ludovic Valentin a essayé de louer une autre voiture cette semaine. « Où ? » ?»« Chez Europcar. Pas un leasing à long terme, une location de week-end. Une Jaguar F-Type. »« Pourquoi tu me le dis ? » ?»« Parce que... » a dit Pascal, avec l'amusement dans sa voix. L'Europcar a appelé notre base de données pour les antécédents de crédit. Et notre rapport a noté que tu avais retiré un leasing pour infraction au contrat. Ce rapport a circulé. Et il a été refusé. Ludovic n'a pas pu louer une Jaguar F-Type parce que tes actions, 16 mois auparavant, avaient marqué son profil de crédit comme un risque. J'avais ri. Pas un rire cruel. Un rire de poétique justice. « C'est étonnant, » avait dit Pascal. « Ça me donne vraiment de la satisfaction pour une raison quelconque. » Mais ce qui était réellement étonnant, c'était ce qui s'était passé 6 mois plus tard, quand une journaliste d'un magazine économique spécialisé m'avait contacté pour faire un profil sur les femmes dans les rôles de gouvernance d'entreprise. L'interview était standard. Des questions sur mon chemin vers le leadership, mes priorités en tant qu'administratrice, ma vision pour l'avenir de la gouvernance. Rien de remarquable. Mais à la fin, presque comme une réflexion supplémentaire, la journaliste, une femme nommée Cécile, environ 35 ans, avait posé une question. « Vous avez connu une situation remarquable l'année dernière, » avait-elle dit. Un PDG qui a été essentiellement forcé à la démission après avoir utilisé un véhicule de fonction de manière inappropriée. Beaucoup de gens dans votre industrie disent que c'était courageux. Je ne sais pas comment elle le savait. Les détails avaient été gardés relativement secrets. Mais je suppose que quand quelque chose est étonnant, vraiment étonnant, les gens en parlent.
Je ne vois pas cela comme du courage, avais-je répondu. Je vois cela comme une application appropriée des règles. Mais vous aviez le choix, avait dit Cécile. Vous auriez pu laisser passer. Je pouvais, avais-je acquiescé. Mais alors, le contrat n'aurait rien signifié. C'était peut-être la phrase la plus vraie que j'avais jamais dite à un journaliste. Les contrats ne signifient rien si quelqu'un ne les fait pas respecter. Et les structures de gouvernance ne fonctionnent que si quelqu'un, quelque part, décide que les règles s'appliquent à tous, pas seulement aux gens sans pouvoir. L'article était publié 3 mois plus tard, en novembre. Ça s'appelait « L'invisible qui contrôle ». Comment une directrice administrative française a mis en échec un PDG corrompu. Ce titre exagérait un peu. Ludovic n'était pas corrompu. Il était simplement quelqu'un qui avait supposé que sa position lui permettait d'ignorer les règles. Ce qui était, en quelque sorte, une forme plus douce de corruption. Mais l'article était précis. Il décrivait les incidents. Il citait les administrateurs. Il expliquait ma logique. Et il terminait par cette citation. Madame Raillard représente une nouvelle sorte de gardienne de la gouvernance d'entreprise. Quelqu'un qui comprend que le pouvoir réel n'est pas dans le bruit, mais dans la compréhension de la façon dont le système fonctionne réellement. J'avais reçu 3 offres d'emploi en 4 semaines après la publication de cet article. Pas des offres meilleures. Deschamps était une bonne entreprise. J'y étais bien établi. J'avais refusé les 3. Je n'étais pas à la recherche d'une autre position. Ce que j'avais fait, c'était établir que je ne pouvais pas être intimidée et que j'appliquerais les règles, indépendamment de qui était au-dessus de moi. Ce qui signifiait qu'aucun futur PDG, aucun futur vice-président, aucun futur directeur performatif ne ferait l'erreur que Ludovic avait faite. Et c'était la vraie victoire. Pas la réintégration personnelle, bien que cela était venu aussi. Pas l'augmentation de statut, bien que cela était venu également. Pas même la satisfaction de voir quelqu'un qui m'avait traité sans respect face à des conséquences. C'était la création d'une culture où les règles signifiaient quelque chose. 2 ans après la démission de Ludovic, une nouvelle PDG avait été nommée. Une femme nommée Sophie Thibault, 51 ans, venue de Roche Diagnostics. Elle avait assisté à une réunion d'orientation avec moi, dans laquelle j'avais soigneusement expliqué les conditions de sa voiture de fonction. Une Audi A6, 2 400 € par mois, utilisation commerciale exclusive. « Je comprends », avait-elle dit. Pas d'hésitation, pas d'interrogation, pas de supposition que je plaisantais ou que les règles ne s'appliquaient pas à elle. Elle savait d'où venaient ces règles. Elle savait pourquoi elles existaient. Et elle respectait cela. J'ai pensé à Ludovic une seule fois après que Sophie ait pris ses fonctions. C'était un matin de septembre, quand j'ai remarqué un article dans les Échos sur les démissions de PDG et leurs raisons. L'article mentionnait vaguement une « affaire de gouvernance » chez Deschamps, qui avait fait sortir un PDG du marché. Pas une grande affaire, pas un scandale, juste une note. La plupart des gens qui lisaient cet article auraient probablement pensé à une histoire différente, ou l'auraient oublié dans quelques secondes. Mais moi, j'avais souri, parce que je savais ce qui avait réellement changé. Ce n'était pas Ludovic qui avait changé, il était simplement parti. Ce qui avait changé, c'était que Deschamps Industries et tous ceux qui y travaillaient savaient maintenant exactement à quel point j'étais sérieuse au sujet des contrats. Et ils savaient que si vous m'appeliez un surnom de service de transport, vous découvririez ce que c'était comme quand les règles étaient réellement appliquées. Quelques années plus tard, quand je parlais à Sophie ou à d'autres membres de la direction, la McLaren était devenue une sorte de légende corporative. Pas une histoire qu'on racontait publiquement, ce n'était pas professionnel. Mais quelque chose qui circulait, de façon discrète, chaque fois qu'un nouveau directeur arrivait. Vous avez entendu parler de la DAF qui a fait reprendre la voiture du PDG ? Parce qu'il l'avait appelé son Uber personnel ? Oui. Waouh. C'est exact. Waouh. Et c'était amplement suffisant. Je suis maintenant à 57 ans. Toujours chez Deschamps. Toujours invisible, mais avec un pouvoir qui n'avait jamais été plus clair.
Le conseil d'administration m'écoute. Les cadres me respectent. Les employés ordinaires me connaissent comme la femme qui fait respecter les règles. Ce qui n'est pas une mauvaise épitaphe professionnelle. La McLaren a été revendue par la compagnie générale de leasing à un collectionneur en Suisse. Elle est probablement très bien soignée maintenant, pas utilisée pour de petits trajets à l'aéroport, mais exposée dans un garage, admirée pour ce qu'elle est vraiment. Une machine belle, mais peu pratique, qui ne devrait jamais avoir été dans un parking d'immeubles de bureaux en premier lieu. Et Ludovic ? Je ne sais pas vraiment. On m'a dit qu'il avait pris un poste chez une petite start-up technologique à Toulouse. Rien de voyant, rien de spectaculaire, juste un emploi régulier. Peut-être qu'il avait appris quelque chose. Peut-être qu'il avait compris que le respect ne venait pas de crier fort ou de porter des montres chères ou de posséder des voitures spectaculaires. Peut-être qu'il ne l'avait jamais appris du tout. Ce qui était étonnant, c'était que je n'avais plus à m'en soucier. C'était sa leçon à apprendre ou à ignorer. J'avais eu la mienne quelque temps plus tôt. Et c'était simplement ceci. Le vrai pouvoir, c'est de comprendre les règles assez bien pour savoir quand quelqu'un les casse. Et d'avoir assez de courage, pas de bruit, mais de courage véritable, pour faire quelque chose à ce sujet. Le reste, c'est juste des détails administratifs. Ce qui est amusant, c'est comment une seule action, une action qui avait duré, dans sa réalisation pratique, environ une demi-heure, avait créé une onde de choc qui s'était répercutée à travers toute une organisation. Je ne pense pas à cela comme étant la chose la plus dramatique qui soit jamais arrivée à Deschamps. Ce n'était pas. Il y avait eu des crises de marché, des retraits de produits, une acquisition manquée qui avait coûté la société quelques millions d'euros. Ces choses-là étaient dramatiques. Mais ce qui s'était passé avec Ludovic était peut-être plus profond, d'une certaine manière. C'était une déclaration sur la culture. C'était une déclaration que le pouvoir, même le pouvoir en haut, n'était pas sans limite. Que les règles s'appliquaient. J'avais reçu un email extraordinaire, environ 1 an après la démission de Ludovic, d'une femme que je ne connaissais pas. Elle s'appelait Pauline Mercier. Elle avait travaillé comme secrétaire chez Aurelian Capital, avant que Ludovic ne parte. Dans l'email, elle décrivait comment Ludovic l'avait demandé de rester tard pour faire ses courses personnelles. Comment il l'avait fait conduire à des restaurants pour chercher ses repas. Comment il lui avait parlé de manière irrespectueuse quand elle avait protesté. Finalement, elle avait quitté le poste. Elle estimait qu'elle ne pouvait pas rester. Quand elle avait entendu ce qui s'était passé à Deschamps, non pas par les nouvelles, mais par le bouche à oreille, par les amis qui connaissaient des gens qui connaissaient des gens, elle avait été stupéfaite. « Je voulais juste dire merci », avait-elle écrit. « Quelqu'un a enfin tenu bon. » Je n'avais jamais répondu à cet email directement. Ce n'aurait pas été approprié. Mais je l'avais gardé. Je l'avais gardé comme une preuve que ce qui s'était passé n'était pas juste une affaire interne. C'était un moment. Un moment où quelqu'un, quelque part, avait décidé que les règles s'appliquaient. Ce qui était peut-être ce que tout cela était vraiment au sujet. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, disons 25 ans, j'avais rêvé de diriger une entreprise. J'avais imaginé que j'aurais un grand bureau avec une vue sur la ville, que je prendrais les grandes décisions, que j'y serais visible. Mais la vie vous enseigne des choses que vos rêves ne pouvaient pas anticiper. Et ce que j'avais appris, c'était que diriger une entreprise et bien la diriger étaient 2 choses très différentes. Vous pouviez diriger une entreprise en prenant des risques audacieux, en parlant fort, en vous mettant en avant. Et peut-être que vous auriez du succès, si vous aviez de la chance et que le marché était de votre côté. Mais bien diriger une entreprise, c'était quelque chose d'entièrement différent. C'était comprendre les structures invisibles qui maintenaient tout ensemble. C'était savoir que le pouvoir réel n'était pas dans le titre, mais dans la compréhension. C'était la capacité à voir quand quelque chose allait mal, vraiment mal, pas juste superficiellement mal, et d'avoir le courage de faire quelque chose à ce sujet, même si cela signifiait affronter quelqu'un de beaucoup plus haut placé que vous. Ce n'était pas un rêve glamour,
Ce n'était pas quelque chose qui se retrouverait dans les magazines de carrière. Mais c'était le vrai pouvoir. Et c'était ce que je m'étais découvert en possédant. J'ai pensé à tout cela un jour, environ 3 ans après les événements de l'année 2024. J'étais en train de nettoyer mon bureau. Rien d'urgent, juste un nettoyage périodique. Quand j'ai découvert, dans un tiroir, une photo que quelqu'un m'avait imprimée. C'était la photo de la McLaren, celle qui était sur l'écran de veille du bureau de Ludovic. Je ne sais pas comment elle avait fini dans mon tiroir. Peut-être que quelqu'un l'avait placée là comme une blague. Peut-être que c'était quelque chose que j'avais moi-même déposé. Je l'ai regardée pendant un moment. La voiture brillante, les reflets de Monaco en arrière-plan, l'image de la perfection et de la richesse et du luxe qui devait durer pour toujours. Et puis, j'ai jeté la photo. Ce n'était pas de la malveillance, ce n'était pas du ressentiment. C'était juste une reconnaissance que ce qui était représenté par cette image, le besoin de montrer sa richesse, de performer son statut, de se convaincre à travers les choses matérielles que vous aviez de la valeur. Ce n'était pas quelque chose dont j'avais besoin de me rappeler. J'avais appris ma leçon beaucoup plus tôt. Maintenant, je suis simplement la personne qui sait comment les choses fonctionnent réellement. Et ça, c'est plus que suffisant. Vous savez ce qui est réellement intéressant? Environ 4 ans après tout cela, un jeune analyste du département financier, je crois qu'il s'appelait Théo, était venu me demander des conseils sur un projet. Il était jeune, peut-être 26 ans, et il était frustré parce qu'un vice-président avait essentiellement volé son travail. Le VP avait présenté les analyses de Théo comme siennes dans une réunion importante. « Qu'est-ce que je dois faire ?» m'avait-il demandé. « Je pourrais me plaindre à RH, mais ça va juste le faire fâcher. » J'avais mis de côté ce que je faisais et je l'avais écouté complètement. Puis, je lui avais expliqué comment documenter ce qui s'était passé, comment collecter les emails de preuve, comment le signaler non pas émotionnellement, mais méthodiquement. « Mais vous ne devez jamais le faire par émotion, » lui avais-je dit. « Vous le faites parce que c'est le bon processus. Vous le faites parce que les règles doivent signifier quelque chose. » Je ne sais pas si Théo avait suivi mon conseil, mais je savais que je lui avais donné quelque chose que j'aurais aimé avoir à 26 ans. Une compréhension que vous ne deviez pas accepter les abus simplement parce que quelqu'un avait plus de pouvoir que vous. Ce qui, en fin de compte, c'était peut-être la vraie leçon de tout cela. Ce n'était pas sur la McLaren, ce n'était pas sur Ludovic. C'était sur le fait que le système, quand il fonctionne correctement, protège les gens qui jouent selon les règles et écrase les gens qui ne les font pas. Pas immédiatement, pas dramatiquement, mais inexorablement. Comme une dépanneuse qui arrive silencieusement à une place de parking réservée, un samedi matin, quand tout le monde regarde. Et prend ce qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu.